Bonjour tout le monde et merci d'être toujours aussi fidèles à notre programme sur Mosaïque Cristal. Sans plus attendre, retrouvons le journal estival. Bonjour. Bonjour. Et vous tirez juste votre passe ? Oui. Depuis hier, c'est la première phrase que l'on entend lorsque l'on veut s'installer dans un bar ou un restaurant. Difficile de passer à côté de l'information tant elle a été relayée et discutée. Il faut désormais avoir un pass sanitaire valide pour se rendre dans ce type d'établissement. C'est un sujet qui divise. Certaines personnes sont contre cette nouvelle obligation, d'autres la comprennent et l'appliquent. Il était nécessaire, je pense, pour pas mal de raisons. C'est que il y a une autre vague qui se profile à l'horizon et on est presque dedans ou déjà dedans. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On a envie de vivre normalement. Donc si ça c'est la solution, si la vaccination, et je pense que beaucoup le pensaient dès le départ, que la vaccination était une solution, on ne cherche pas. Je pense qu'il faut le faire pour qu'on puisse avancer dans un monde meilleur et pour qu'on se protège. 3 conditions pour avoir la possibilité de manger dans un restaurant: disposer d'un test négatif de moins de 72 heures, d'un test positif attestant du rétablissement de la Covid ou avoir un schéma vaccinal complet. Dans cet établissement, l'obligation du pass sanitaire a fait baisser hier la fréquentation de 15 à 20%. Le nombre de réservations a également diminué. On a des clients qui nous ont déjà dit on se reverra plus tard parce qu'ils sont absolument contre le vaccin, ils ne souhaitent pas se faire vacciner et donc ils ne veulent pas forcément faire des tests PCR à chaque fois qu'ils sortent. Donc je pense qu'effectivement on va quand même ressentir une baisse d'activité. Ouais. L'essentiel de l'activité du restaurant se déroule en fin de semaine, du jeudi au dimanche. Une fois cette semaine passée, de plus amples enseignements pourront être tirés. Cette semaine justement est une période de rodage au cours de laquelle il ne devrait pas forcément y avoir de verbalisation. Cela pour laisser aux gens le temps de se familiariser avec cette nouvelle règle. Il est prévu que l'obligation de présenter un pass sanitaire perdure jusqu'au 15 novembre. Pour le centre multiloisirs Tepacap, le mois d'août rime avec pass sanitaire. Depuis le 31 juillet, il est exigé pour entrer dans le parc. La date du 9 août, jour d'extension du pass, ne change pas grand-chose. Ou presque. Jusqu'à maintenant, on n'était pas obligé de demander un pass sanitaire pour le papa qui venait avec ses enfants, qui laissait les enfants jouer au sol dans le parc et qui, eux, allaient se poser tranquillement à la terrasse. Pour moi, ils n'avaient pas besoin. À partir du 9, maintenant, on est comme n'importe quel restaurateur. On est obligé de demander le pass même pour avoir un accès à la terrasse. Si l'organisation était un peu difficile au début, l'équipe est maintenant rodée. L'entrée est centralisée et des personnes ont même été embauchées. S'il y a vraiment beaucoup de monde, la vérification dure une dizaine de minutes. Une procédure qui ne semble pas déranger les clients. J'ai été vaccinée début juillet et puis fin juillet, en prévision d'un départ en vacances le 1er août. C'est pas une contrainte et puis j'ai fait ce qu'on me demandait de faire en gros et pour me faciliter la vie et celle de mes filles. Pour l'attente, la question ne se pose pas. La fréquentation du parc reste moins élevée que les saisons précédentes, surtout par rapport à l'année dernière. À 10h30, 11h, on était en rupture de baudrier. Ça, on l'a connu l'année dernière. Cette année, c'est plus du tout le cas, quoi. Il est 10h et on a 3 clients qui sont dans le parc. L'année dernière, on avait déjà la moitié du parking plein. Cette année, on a 3 clients. On voit quand même une petite différence, quoi. Pour attirer du monde, le parc peut compter sur ses réaménagements. Le terrain du laser game s'agrandit pour passer à 1 hectare. L'attraction T-filet, qui consiste en un gros trampoline en hauteur, se dote d'un nouveau filet. De quoi espérer une rapide remise sur pied. Le nouveau rond-point d'Obergeilbach n'est pas encore tout à fait fini. Lundi, les 460 tonnes de bitume ont été posées. La circulation reste alternée, 2 feux rouges sont installés aux extrémités du giratoire. Les ouvriers sont toujours en train de travailler sur le rond-point qui reliera Obergeilbach à la voie verte. Là, il reste c'est que des finitions, donc remise en place de la terre végétale derrière les bordures, dans l'îlot, et puis les îlots en béton, on va faire béton balayé. Une fois le travail fini, l'entreprise Signature viendra poser les glissières de sécurité et refaire la signalisation. Selon les ouvriers, le rond-point devrait être opérationnel d'ici à 2 semaines. Les 300 habitants du village d'Obergeilbach pourront ainsi accéder plus facilement à la voie verte qui relie Sarreguemines à Bitche. C'est parti pour 1 heure de natation à Sarralbe. Un cours un peu spécial puisqu'il fait partie du stage J'apprends à nager.
une nouvelle animation lancée cet été qui s'inscrit dans le cadre du plan interministériel de prévention des noyades. Les enfants de 6 à 12 ans suivent 10 séances en 2 semaines. Accompagnés par les éducateurs sportifs, ils apprennent les bases de la natation. Une sensibilisation plus importante en période de grandes vacances, synonyme parfois de séjour en bord de mer ou à la piscine. Océane n'était pas très confiante dans l'eau, c'est pour ça qu'elle a décidé de s'inscrire à cette activité. Avant dans l'eau, je me sentais pas trop à l'aise, j'avais peur de me noyer. Mais avec tout ce qu'on a fait et tout, je me sens un peu plus à l'aise et tout. Je me sens beaucoup mieux, j'arrive mieux à nager et tout. Chaque séance est composée de différents exercices pour assimiler les conseils de natation de manière ludique. Bras tendus, battement de jambes, je souffle dans l'eau et j'avance tranquillement. On apprend à nager, à bien nager, à un peu tout faire dans l'eau pour pas se noyer. À faire des œufs, à faire une boule, à faire l'étoile de mer et voilà. À la fin de leur stage, les enfants passent des tests et s'ils réussissent tous les exercices, ils repartent avec leur diplôme savoir nager. Qui valide certaines compétences, donc sauter au grand bain, réaliser un équilibre horizontal sur le dos, un équilibre sur le vertical, et nager 20 mètres et ensuite franchir un obstacle. L'objectif est aussi de permettre aux enfants de pouvoir être autonomes dans l'eau pour leur entrée en 6e. De nombreuses séances de natation ont en effet été annulées durant la crise sanitaire. Une dernière session du stage se déroulera du 17 au 28 août. L'inscription est gratuite. C'est une nouveauté proposée par l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence, une balade combinée de la Sarre. Elle comporte 2 parties, l'une à pied, l'autre en bateau. J'ai décidé d'y participer pour redécouvrir les bords de Sarre. Le rendez-vous est donné dimanche matin à 9h45 près du port de Plaisance. Avec les autres visiteurs, nous sommes accueillis par le président du club nautique Lorraine, Jean-Yves Haus. Surprise, avant de monter à bord du Schiffnickel, il nous propose de découvrir la Pauline, la péniche qui fêtera ses 100 ans en 2022. C'est maintenant le moment d'embarquer sur le Schiffnickel pour 1 heure de balade sur la Sarre. Nous naviguons à faible allure, environ 8 km/h, de quoi laisser le temps d'admirer la faune et la flore et d'être attentif aux informations données par Jean-Yves Haus. Schiffnickel, Schiff c'est bateau, Nickel c'est Nicolas. Donc c'était un Allemand, Schiffnickel, qui passait d'un côté de l'autre de la Sarre, et je vous montrerai exactement où. C'est maintenant le moment de franchir l'écluse 28. Le système est automatisé. On sent le bateau descendre petit à petit. Puis on traverse de l'autre côté pour rejoindre le ponton installé à Velferdin. Il est temps de descendre du Schiffnickel. Le groupe qui a démarré par la visite à pied prend notre place à bord du bateau et nous rejoignons la guide Arlette Kremer. Nous partons pour 1 heure de visite guidée le long du chemin de halage. Arlette Kremer donne des informations sur des rues de Sarreguemines, des endroits emblématiques et revient sur le passé de la ville. Elle ne se sépare jamais de son classeur rempli de photos d'archives pour mettre en image ses explications. Pourquoi Confluence, pourquoi Sarreguemines ? Eh bien déjà, au 2e et 4e siècle de notre ère, on avait une villa gallo-romaine à Nienkirch. Il est midi, la balade se termine doucement. 2 dates sont encore programmées pour cette visite combinée, les dimanches 15 août et 5 septembre. La réservation se fait auprès de l'Office de tourisme. Rares sont les bâtiments publics d'un tel prestige. À Rémelfin, la mairie occupe le plus beau bâtiment du village, un château dont on ne voit aujourd'hui qu'une toute petite partie.
Nous voici au point de départ d'une randonnée circulaire autour de Rémelfin. Ce village aurait été fondé vers 800. Au milieu du XVIIIe siècle, il appartenait à la famille Dausen, seigneur de Weidesheim. On doit la construction du premier château à Alexandre Dausen, qui s'y installa vers 1750. Seigneur de Rémelfin et entrepreneur, Alexandre Dausen tenta de monter à Rémelfin la première faïencerie du secteur, puis une raffinerie de sucre qui ne fonctionnera que 3 ans. Il existait donc déjà un château à cet endroit. L'industriel Édouard Genèse en devient propriétaire en 1891. C'est lui qui va le transformer et le moderniser. Édouard Genèse est le gendre d'Alexandre de Geiger, alors directeur des faïenceries de Sarreguemines. Il fonde en 1865 la manufacture de carrelage et pavage céramique Hutschneider et Édouard Genèse. Le 11 mai 1904, Édouard Genèse est anobli par Guillaume II, qui fera une visite à Rémelfin 1 an plus tard. Son train s'arrête en grande pompe aux portes du château. Le château passe en 1912 entre les mains de l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, qui le fait démolir en partie pour agrandir la voie de triage. Le 11 juin 1982, le conseil municipal de Rémelfin, soucieux de conserver le patrimoine du village, décide de l'acquérir. La mairie y est transférée en décembre 1996. Le château est aujourd'hui le cœur du village et le lieu de tous les rassemblements festifs. Attraper un rhume en plein mois d'août, ce n'est pas banal. Espérons que le soleil revienne bientôt pour qu'on puisse enfin sortir nos tenues d'été. Regardons ensemble la météo de demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on l'attendait avec impatience, mais ça y est, le soleil s'est installé pour quelques jours. On va pouvoir en profiter pour faire des activités de plein air sous des températures enfin estivales avec 25 à 27 degrés attendus au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons l'éclair et il fera jour de 6h18 à 20h55. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Après plus de 10 ans d'expérience à Wüstwiller, votre fleuriste parfum de fleurs s'installe aussi à Sarreguemines. Découvrez notre nouvelle boutique de près de 100 mètres carrés située au 102 rue de la Montagne. Naissance, baptême, communion, mariage ou simplement pour faire plaisir à un proche, Parfum de fleurs vous accompagne pour toutes les occasions de la vie. En repas de famille ou en réunion, je ne comprends pas tous mes interlocuteurs. Il existe aujourd'hui des accessoires connectés à vos appareils auditifs, comme des microphones de table qui possèdent 8 micros et qui vont séparer toutes les paroles pour mieux comprendre tous ces interlocuteurs. La force des secours. Rejoignez-la, pompiers.fr. Des visiteurs par milliers, c'était du jamais vu au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim en 2007. Et pour cause, cette année-là, le parc inaugurait son nouvel espace d'exposition en invitant Pompéi dans ses murs. Rétrovision vous propose de faire le voyage de Bliesbruck à Pompéi avec les archéologues français et italiens. Belle fin de journée à tous et à bientôt! C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire.
En 2007, le nouvel espace d'exposition du site transfrontalier accueillait Pompéi. L'occasion pour les archéologues et les médias de se rendre au pied du Vésuve. C'est toujours une grande émotion d'arriver à Pompéi ou comme ici à Herculanum. Une grande émotion car tout ce que nous avons étudié, tout ce que nous avons fouillé, les objets qu'on a découverts à Bliesbruck-Rheinheim, eh bien ces objets nous parlent encore davantage lorsque nous arrivons ici. Pourquoi? Parce que chez nous on a 2 dimensions en quelque sorte, les vestiges sont conservés sur une hauteur relativement limitée, tandis qu'à Herculanum et à Pompéi, les vestiges sont conservés sur une grande hauteur. On a le rez-de-chaussée qui est conservé et on a même l'étage qui est conservé. Et donc on trouve une 3e dimension qui accroît encore l'émotion qu'on peut ressentir. Ce sont des moments privilégiés toujours que d'arriver sur des sites comme Pompéi Herculanum parce qu'on est au contact direct avec la civilisation romaine, parce qu'on a une vision des choses qui est encore plus détaillée, qui est encore plus pertinente et parce qu'aussi, finalement, au bout d'un certain temps, c'est l'imaginaire qui prend le dessus, c'est la fantaisie qui intervient et on commence à laisser gambader ses quelques neurones pour vraiment vivre à l'époque romaine. Quand on arrivait, on pouvait se réfléchir et avoir un moment de relax dans ces belles thermes qu'on a découvertes, qui ont été bâties à la fin de la vie de Pompéi. Que ça, c'est une des plus récentes découvertes à Pompéi. On connaissait un peu quelques murs qui sortaient de la pente, mais quand on a dégagé ça, c'est effectivement un bâtiment extraordinaire. Les thermes sont un des sujets de l'expo, parce que les thermes sont, les thermes de Bliesbruck, un bâtiment vraiment très important, ce qui signifie l'introduction d'une culture spécifique romaine à l'intérieur de la ville gallo-romaine, c'est-à-dire le soin de soi. Et ça, évidemment, est quelque chose qu'on a introduit de l'Italie et en particulier de la Campania Felix, cette région ici, où les thermes ont été, entre guillemets, découvertes. Parce qu'il y avait des eaux thermales, des eaux chaudes, il y a des eaux chaudes, et donc on avait fait quelque chose en plus que le gymnase grec. C'est-à-dire que dans les gymnases grecs, on faisait surtout de la palestre, et il y avait un petit coin pour se laver, mais au contraire, dans la culture romaine, en Campanie, on dégage surtout les eaux thermales et on emploie les eaux thermales à côté des palestres. Donc nous sommes en effet dans une petite palestre et nous voyons ici un bâtiment qui a été bâti, comme je vous disais, dans la dernière phase de Pompéi. Il faut rappeler que Pompéi a eu une terrible séisme, tremblement de terre en 1962, 17 ans avant l'éruption. De ce moment-là, pendant toutes les années, jusqu'à l'éruption, il y avait continuellement des tremblements de terre, mais pas si puissants. Le tremblement de terre de 1962 avait pratiquement détruit la ville. On voit des choses incroyables. Soit à Pompéi, soit à Herculanum, on voit les bâtiments qui sont vraiment très endommagés. Le problème est qu'il y avait continuellement des tremblements de terre, donc il y avait un chantier presque continu. Notez s'il vous plaît la magnifique mosaïque qui est au pavement avec des motifs végétaux très belles, très fines, bien que c'était... Le fond du péristyle, qui est le vrai cœur de la maison à ce moment-là, est décoré par une série de niches Artémis et Athéon, donc les périlles de la chasse, la douceur de la vie littéraire avec la représentation des ménandres et une inscription qu'on pouvait lire, c'est-à-dire que cet homme avait écrit sa première comédie à 14 ans. Une autre niche avec le plaisir et la douceur de la vie sacrée dans un bois sacré, une statue
ou une prêtresse dans un petit temple. Et ça qui est vraiment curieux, ce sont les ancêtres du patron. Vous voyez ici les moulages en plâtre des statues qui étaient en cire. C'est-à-dire qu'on a gardé l'image des ancêtres les plus importants dans une religion familiale de laquelle vous avez eu une trace dans le magnifique film Les Gladiateurs. En vrai, c'est quand même extraordinaire. Le fait de voir les vestiges en vrai, ça change tout. Là, tu vois la mezzanine qui dessert le toit. Alors évidemment, quand on a des murs, comment imaginer qu'on a un système de balcon intérieur qui permet de circuler? On peut pas. L'exposition que nous proposons dans le parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim, c'est aller à la rencontre des habitants de notre région et des habitants de Pompéi. Nous utilisons les collections, les objets découverts à Pompéi pour permettre une véritable rencontre avec les hommes et les femmes qui nous ont précédés. Ils acceptent facilement d'exporter les objets en fait? Ah ça c'est pas facile. 2001. On a démarré en 2001 et nous sommes en 2007. En gros, il a fallu 5 ans pour tout caler, tout mettre au point. Et parce qu'il a fallu d'abord montrer aux Italiens que nous avions des scientifiques à Bliesbruck de grande qualité. Vous savez, Jean-Paul Petit, Philippe Brunella, nos deux archéologues de Bliesbruck, maintenant une renommée internationale. Et grâce à eux, on a prouvé que les Mosellans étaient capables d'accueillir ce qu'il y a de plus grand en archéologie dans le monde. Le Conseil général de la Moselle poursuit le cycle des grandes expositions avec De Pompéi à Bliesbruck-Rheinheim, Vivre en Europe romaine qui démarre le 29 avril. L'objectif est de comprendre Bliesbruck grâce aux découvertes faites à Pompéi. L'exposition a ceci d'original, c'est qu'en plus de faire venir à Bliesbruck 265 objets, il ne s'agit pas d'une exposition montée par Pompéi pour faire le tour du monde, mais d'une exposition unique réalisée en étroite collaboration avec la surintendance de Pompéi. Il faut que toutes les familles mosellanes aient la possibilité, dans le plaisir, de découvrir les grandes cultures du monde. Alors cette fois-ci, grâce à Bliesbruck, grâce à Pompéi, on va essayer de leur expliquer ce que nous étions, nous, en Moselle, il y a près de 2000 ans. Pompéi est un conservatoire de la civilisation romaine. Personne aujourd'hui n'est capable de dire combien d'objets y ont été trouvés. Les deux villes ont en commun d'avoir été romanisées. Si cette exposition veut les rapprocher en y trouvant des similitudes, c'est aussi le rapprochement des équipes scientifiques. Parmi les objets présentés, on trouvera 2 moulages de corps et une vasque que le Conseil général a décidé de restaurer avant leur retour en Italie. Pompéi et les autres aires archéologiques du Vésuve ont été classées dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme ça, on a reconnu que ces aires archéologiques ne sont pas à nous, Italiens, mais sont à la totalité de la population du monde. Comme ça, un partenariat aussi pour le protéger, pour le conserver, c'est bienvenu, bien sûr. La majorité des pièces qui seront présentes à Bliesbruck viennent du musée de Bosco-Real, au pied du Vésuve. D'autres seront sorties des réserves, mais chacune sera emballée dans une caisse faite à sa mesure, comme celle qui transportera la statue de bronze de Dionysos. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu très peu de dégâts pendant les transports. Et j'espère que si cette fois à Bliesbruck, se passera très bien. Les caisses renfermant les précieuses pièces de l'exposition qui se met en place à Bliesbruck-Rheinheim sont arrivées. Parmi elles, ce Pompéen,
qui jusqu'à aujourd'hui étaient remisées dans les réserves de la cité antique. D'autres pièces comme celle-ci n'ont jamais été montrées au public. Bon, les objets de Pompéi ne pouvaient pas venir très longtemps avant l'inauguration, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il faut surveiller les objets. Il faut que ce soit chargé, emballé, et l'emballage, c'est une opération extrêmement compliquée et minutieuse. Et là, on est dans les temps, donc ça sera prêt le 28 pour l'inauguration, bien sûr. À partir du 29 avril et jusqu'au 30 septembre, le parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim changera de visage. Un nouveau bâtiment permet aujourd'hui d'accueillir cette exposition sur près de 800 mètres carrés. Mais Pompéi investira tout le site de part et d'autre de la frontière. 650 pièces, dont un tiers vient de Pompéi, y sera mise en place. Comme cette vasque trouvée dans la villa de Ménandre, elle se trouvait ici, dans les termes privés de la demeure. Pour le parc, c'est bien sûr une chance tout à fait extraordinaire d'abord de pouvoir présenter les objets, mais surtout de pouvoir mettre en perspective Pompéi et Bliesbrück-Rheinheim. Bliesbrück avec Pompéi, c'est pas quelque chose d'évident, mais en même temps, pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait fondé scientifiquement. Derrière, c'est pas simplement pour faire de la publicité pour Bliesbrück-Rheinheim, c'est aussi pour faire mieux connaître le parc archéologique. Mais en même temps, derrière ça, il y a une idée très précise qu'on souhaite partager avec le public, c'est-à-dire montrer le travail des archéologues, ce travail de comparaison qu'ils font. Et puis, bien sûr, pour tous les archéologues qui traitent de l'époque romaine, le site de référence, c'est Pompéi. L'intérêt de la muséographie pensée pour cette exposition est de mettre en parallèle les deux villes. Leur point commun est d'avoir été romanisées. Travailler, manger, écrire ou prier, la vie quotidienne d'un citoyen romain est passée au crible. Il ne reste que quelques jours pour tout installer. Le public est attendu dès dimanche. Bienvenue dans l'exposition de Pompéi à Bliesbrück-Rheinheim, vivre en Europe romaine. La visite de l'exposition Pompéi démarre ici dans ce bâtiment à proximité de l'accueil. Une chronologie rappelle les destins des deux villes, Bliesbrück d'une part et la tragédie pompéenne d'autre part. De salle en salle, les objets retrouvés par les archéologues sont installés face à face ou ensemble afin de mieux comprendre le mode de vie des citoyens romains. Des rives de la Blise à la baie de Naples, la culture était la même, avec quelques différences parfois puisqu'il existait des cultes locaux, mais aussi une alimentation ou une tenue vestimentaire adaptée au climat. Certaines pièces sont pour la première fois exposées au public. Le surintendant de Pompéi a été l'un des premiers visiteurs de l'exposition, sur laquelle il travaille depuis 5 ans avec l'ensemble du comité scientifique. Non, je crois que c'est une exposition facile à comprendre parce que tous les objets ont des bonnes explications. L'aménagement général, c'est facile à comprendre entre les différentes catégories de vie et anciennes. Bon, j'espère que ça marchera. Pour moi, c'est bien réussi, mais il faut toujours attendre la réaction du public, des visiteurs. L'essentiel de l'exposition se trouve dans ce nouveau bâtiment, le Crex, mais la visite se poursuit à travers tout le parc. Une boucle ville qui nous conduit jusqu'au terme est ponctuée d'informations. L'ancien accueil côté français abrite la thématique des bains, l'eau, les soins du corps et la parure. Une seconde boucle côté allemand propose de découvrir des reconstitutions de bâtiments. C'est un cas particulier parce que on cherche de retrouver des parallèles et de les expliquer au public entre deux villes qui sont bien loin entre elles, mais qui offrent beaucoup d'aspects semblables. L'exposition est visible tous les jours de 10h à 18h jusqu'au 30 septembre prochain. Et si vous êtes observateur, elle vous réserve de petites surprises comme celle-ci.